Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire, le webinaire de juin. On va prendre quelques minutes pour que tout le monde puisse se connecter. Vous êtes déjà assez nombreux à vous connecter au fur et à mesure des secondes qui passent. Je tiens à vous préciser simplement que on termine cette première session de webinaire de l'année 2025, qu'on aura une petite interruption au mois de juillet et d'août et qu'on vous donnera rendez-vous en septembre. Voilà, encore quelques instants et puis on démarre. Bonjour à toutes et à toutes. On va démarrer du coup ce webinaire. Je vous remercie chaleureusement de votre présence aujourd'hui. On a donc un webinaire de saison intitulé Du champ à l'assiette, notre avenir est-il bio et local? Donc, je suis Célestine Schmidt-Aubert, je suis chargée de mobilisation et de développement chez Humanité et Biodiversité. Et je vous remercie chaleureusement de votre présence aujourd'hui pour ce rendez-vous qui est mensuel. Et donc on vous donne rendez-vous en septembre après l'interruption des vacances d'été. Sachez que notre webinaire sera rediffusé sur notre chaîne YouTube à partir de demain, donc vous pouvez retrouver l'intégralité dès demain. Un petit mot sur notre association. Hop, alors, ça arrive. Un petit mot sur notre association donc, qui organise les rencontres d'HEB avec le soutien de l'Office français de la biodiversité. Notre mission, c'est de placer donc, la biodiversité au cœur de nos sociétés. On a été une association créée en 1976 qui est reconnue d'utilité publique et agréée au titre de la protection de la nature par le ministère de la Transition écologique. Hubert Reeves a été notre président d'honneur de 2015 à 2023. Et Humanité et Biodiversité est présidée de nos jours par Bernard Chevassieux-Louis, qui est entouré d'un collège d'administrateurs et qui fonctionne grâce au soutien de ses adhérents. L'association, elle mène à la fois des actions donc, de sensibilisation à la préservation de la biodiversité, donc auprès du grand public, des acteurs économiques et sociaux, et qu'ils soient publics ou privés. Et elle mène en parallèle des actions de plaidoyer auprès du gouvernement, des parlementaires, des élus locaux, toujours dans une volonté de dialogue. On édite des revues, des publications qui sont fondées scientifiquement, dans le but de sensibiliser et de mobiliser l'ensemble de la société sur ces questions de biodiversité. Donc n'hésitez pas à consulter toutes nos actualités donc sur notre site internet humanité-biodiversité.fr et à nous suivre également grâce à notre newsletter. Je vais maintenant vous présenter les invités du jour, nos experts. Donc tout d'abord, Marine Jobert, vous êtes coordinatrice nationale du collectif Les Pieds dans le Plat. Pierre-Yves Éluard, vous êtes cultivateur de sarrasin pour la ferme nommée du Grain au Pétrin. Donc c'est la marque de vos produits de votre ferme en Bretagne. Goulven Maréchal, vous êtes éleveur de levure et cultivateur de pommes dans une ferme, la ferme du Praden, en Bretagne également. Et Karine Britan-Olivry, pardon, vous êtes administratrice d'Humanité et Biodiversité. Donc bienvenue à tous les quatre. Merci chaleureusement pour votre présence et tous les retours d'expérience que vous allez nous faire. Et j'invite les participants à poser vos questions dans le menu QR questions-réponses en bas de votre écran, où vous allez pouvoir poser vos questions. On essaiera de répondre au maximum à la fin des présentations. Voilà. Je passe maintenant la parole à Karine et je vous souhaite à toutes et à tous un excellent webinaire. Merci. Peut-être on peut arrêter le partage, je sais pas. Euh, Célestine. Bonjour. Bonjour à tous. Je suis Karine Ritan-Olivry, administratrice d'Humanité Biodiversité, entre autres. En tout cas, c'est à ce titre-là que ce webinaire a été préparé et qui s'appelle Du champ à l'assiette. Notre avenir est dans le bio et le local, point d'interrogation. Car nous savons tous que concernant notre avenir, il y a urgence. Le dernier rapport scientifique du GIEC de la biodiversité qui s'appelle l'IPBES, publié en décembre dernier, le dit très clairement et passe un message essentiel à retenir. Tout est lié. La perte de biodiversité, les crises alimentaires, les pénuries d'eau, les risques sanitaires, les pandémies mondiales et le changement climatique sont interconnectés, mais ça signifie que les solutions aussi. Vous le trouverez sur le site de l'Office français de la biodiversité et nous mettons tous les liens utiles dans la conversation pendant le webinaire. Ce rapport s'appelle Nexus. Et Nexus en latin, ça signifie lien, enchaînement, ensemble, complexe. C'est pour ça que nous avons mis en sous-titre cuisine et interdépendance. Interdépendance et entremêlement qui sont au cœur de notre avenir. C'est comme le disent les scientifiques de l'IBES, par la résilience des écosystèmes que l'on pourra changer la donne. Et cela passe aussi par la manière dont nous nous nourrissons, dont nous consommons, dont nous cultivons, dont nous collaborons, avec qui et où.
Je reprendrai donc la phrase très connue de Victor Hugo dans Océan prose. Dis-moi qui tu aimes, je te dirai qui tu es. Et je vous propose, dis-moi ce que tu aimes, manger, déguster, consommer, savoir, partager, vivre, et je te dirai qui tu es. À ce sujet, quand les chefs étoilés comme Jean-Luc Rabanel, qui ne cuisinent qu'avec du bio, disent mon pain et mes gâteaux ont un autre goût, car ma farine est bio, c'est un produit vivant et sain, cela rappelle à quel point le bio est une affaire d'abord de goût, de saveur, de plaisir, de variété, de diversité et de partage gustatif, mais pas uniquement, et on va le voir avec les trois interventions d'aujourd'hui. Contre toute attente, consommer, cultiver, bio et local rimerait peut-être avec une philosophie de vie épicurienne, où l'on va chercher les bienfaits pour soi et pour le bien commun. Et ça, c'est du pur épicure, hein, vous pouvez aller vérifier. Et c'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres, notamment ceux de l'Institut de l'agriculture et de l'alimentation biologique, l'ITAB, qui publie chaque année, et qui regroupe des chercheurs et professionnels de la filière, et qui a passé en revue 800 articles scientifiques. Ils permettent de pointer des bienfaits mesurables pour le climat, la préservation des ressources naturelles, pour la santé humaine, et qui soulignent l'importance des externalités positives de la bio, auxquelles le marché ne peut pas donner de prix. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de découvrir certaines de ces initiatives qui ont eu le bon goût d'exister. Et le hasard, s'il existe, fait que ces trois exemples sont en Bretagne. Ils auraient pu être dans les Alpilles ou peut-être ailleurs en France. On va commencer par Pierre-Yves Éluard, car en Bretagne, on mange beaucoup de galettes et de crêpes si vous êtes finistérien, mais c'est la même chose. Et tout le monde cherche à retrouver un goût particulier que des personnes comme Pierre-Yves Éluard ont su développer. Il est à Pompéan, à la ferme du Grain au Pétrin. Pierre-Yves, c'est à toi. Je te passe le relais pour que tu te présentes et que tu présentes ta démarche. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Nous, effectivement, nous sommes en Bretagne, au sud de Rennes, sur une ferme de 70 hectares, installée depuis 2019. On cultive différents céréales en bio, dont du sarrasin, pour la fabrication de nos galettes. Et donc, on fait aussi du blé panifiable, puisqu'on fait du pain et d'autres produits comme ça. Mais la ferme repose essentiellement sur des revenus générés par la transformation à la ferme du sarrasin en particulier. On est très dépendant de lui et on a fondé beaucoup d'espoir dans sa culture et jusqu'à présent, tout va bien. Voilà, et pour vous raconter un peu notre histoire, moi je suis issu de famille d'agriculteurs, aussi bien du côté de mon père ou de ma mère, ils étaient six enfants. Euh, Mes grands-parents étaient agriculteurs. Je pense que si on remontait dans l'arbre généalogique, ça devait être sans doute le cas assez loin. L'histoire de l'agriculture, en ce qui me concerne, ça a été un peu une histoire d'amour et de désamour. Euh, Mes parents étaient en conventionnel quand j'étais plus jeune, jusqu'à mes 20 ans, en élevage porcin, comme on sait bien faire en Bretagne. Voilà, en fait, on découvre la vie en étant enfant dans ces fermes d'un angle qui est vraiment particulier, puisqu'on voit des animaux qui sont contentionnés, qui sont, je dirais pas maltraités, mais qui sont pas dans une vie qui serait souhaitable pour tout être vivant. Et ça, j'en ai pris conscience très tôt. Et donc, ça m'a un petit peu fâché avec l'agriculture. J'ai pris la poudre d'escampette dès que j'ai pu pour faire ma vie autrement. Et puis, j'avais vraiment mis ça derrière moi en me disant que plus jamais ça. Et puis finalement, j'ai pas réussi à m'en défaire plus que ça, puisque j'ai toujours travaillé en lien avec l'alimentation, aussi bien des petits boulots de préparation de commandes pour des grandes enseignes de l'agro, euh, de la mise en rayon dans les supermarchés. Par ici, il y a énormément de travail dans l'agroalimentaire en Bretagne. Quand on est intérimaire, on est forcément obligé d'y travailler. Et puis après, cours de voyage, j'ai découvert qu'on pouvait aussi exporter nos savoir-faire bretons à l'étranger, notamment les crêpes et les galettes. Et donc, ça m'a fait naître l'idée qu'au retour de mon voyage en France, je me formerais au métier de crêpier pour pouvoir continuer soit à voyager ou à faire des saisons, enfin bref, avoir du pays.
Et donc voilà, donc j'en ai profité. On est allé en Australie, on a monté une petite entreprise qui n'a pas duré très longtemps. C'était très, très tout petit, mais bon, c'était des petites expériences super sympas pour se faire la main et puis apprendre le métier. Et j'ai eu l'opportunité de trouver un poste de crépier sur Paris, puisque j'avais des amis qui avaient repris une crêperie et puis leur crépier sri-lankais qui partait peu de temps après avoir repris leur crêperie. Bah, ça les mettait un petit peu dans l'embarras, donc ils avaient fait appel à moi pour le remplacer. Et donc, tout ça pour dire que, bah, en fait, tous les aliments venaient de chez Transgourmet, aucun lien avec les producteurs. Tout était livré, des beaux oignons calibrés, des grosses patates, toute la charcuterie, la farine, tout ça arrivait le lundi matin, déposé sur le parvis du restaurant. Et puis, bah voilà comment était faite la cuisine dans la crêperie. Donc, ça ne m'enchantait pas plus que ça non plus d'avoir ce lien avec l'alimentation. Euh, je dirais même que ça me rendait un peu triste et ça m'interrogeait un peu sur le modèle alimentaire qu'on connaissait à ce moment-là. Et donc, j'ai commencé à faire des lectures un petit peu sur l'agriculture bio. Au cours des voyages, on avait été aussi sensibilisés à travers des expériences de bouffing dans des fermes biologiques. Et du coup, j'ai nourri l'idée de me lancer dans le maraîchage bio pour commencer. On est parti avec ma compagne qui est devenue ma femme depuis, en Australie, sur les terres de la permaculture. Et, euh, et du coup, bah, on a un peu enrichi notre expérience de ce qu'était en fait la philosophie de l'agriculture biologique, etc. Ça a un peu soigné mes blessures aussi avec l'agriculture. Et au retour, j'ai travaillé 3 ans en tant que maraîcher bio en France, du coup. J'ai laissé tomber un peu la crêperie. Et pendant cette expérience, un de nos voisins nous a proposé de reprendre sa ferme qui était en vache laitière. Et donc au début, je n'étais pas hyper chaud puisque c'est quand même pas les mêmes surfaces. On passait de 2 hectares pour le projet de maraîchage à 70 hectares pour la reprise de la ferme. Et donc on a nourri le projet de comment dire, de construire en fait la ferme sur la transformation des productions céréalières à travers les galettes et puis le pain. Donc les galettes ici, c'est chez nous ben, quelque chose qui est extrêmement consommé, qui est très ancré dans les cultures familiales et du coup qu'on consomme chaque semaine. Et puis en déroulant le fil en fait du sarrasin, plante que je ne connaissais pas en tant que crépier, que j'ai découvert en la cultivant moi-même sur la ferme. J'ai découvert en fait que tout le monde avait une histoire à raconter dans les paysans, que souvent nos parents cultivaient un petit peu. En fait, en Bretagne, il y a 100 ans, il y avait 100 000 hectares de cultivés. Aujourd'hui, il n'y en avait plus que 5 000. La filière du blé noir en France elle représente que 30% du blé noir consommé par rapport aux besoins. Attention, Goulben, on t'entend pas. Goulben, pardon. Pierre-Yves, on t'entend pas super bien. Fais attention à ton micro. Euh, donc voilà, c'était un peu une plante emblématique en fait du déséquilibre qu'il peut y avoir des fois entre ce qui est consommé, ce qui est produit, de tout aussi l'attirail culturel qu'on peut en faire avec les chansons sur la galette saucisse et compagnie, en sachant que la plupart du temps, en sachant que la plupart du temps, bah, la galette, elle peut être produite avec du sarrasin qui vient de Chine ou de Russie, etc. Donc ça pose question sur la localisation de la nourriture, etc. Donc je trouve que c'est une plante qui exprime plein de questionnements aussi par rapport à ça et qui aussi du point de vue agriculture bio est hyper intéressante en tout cas à cultiver parce qu'en fait elle est très compétitrice sur son implantation et du coup limite la venue des mauvaises herbes.
Donc voilà, et bah, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? En fait, nous, on a comme leitmotiv vraiment d'être autonome sur nos fabrications. Donc on a pas mal investi en fait pour pouvoir produire du fini. Ça passe par le moulin, tout ce qui est en amont, le triage du grain, et puis encore en amont sur la partie des champs, le semis, la récolte, le travail du sol. Donc voilà. Donc c'est quand même assez lourd à porter, ça demande beaucoup d'investissement. En agriculture, c'est comme ça, il y a beaucoup d'investissements quand même, il faut en avoir conscience. C'est pour ça que c'est difficile aussi du point de vue financier. On a parfois des machines qu'on doit acheter et qui vont nous servir que 2 ou 3 fois dans l'année seulement. Et du coup, par rapport à des industriels qui, eux, font tourner leur usine jour et nuit parfois, qui rentabilisent leurs investissements, bah, nous, c'est quand même pas la même échelle et c'est un coût qui est une lourdeur aussi pour les fermes, des fois, de devoir supporter en fait la charge de l'investissement. Et après, au-delà de ça, bah, on est toujours un peu des aléas climatiques aussi qui contraignent parfois les récoltes. On ne sait jamais vraiment si la culture va donner tout son potentiel ou si on, on va avoir chou blanc. Donc voilà, mais malgré ça, on s'en sort pas trop mal. On a 2 salariés maintenant, on est à 4 sur la ferme. Avant, notre prédécesseur était tout seul. Donc on peut considérer que c'est quand même une victoire. On crée de l'emploi aussi et bah, on vit correctement. Après, c'est vrai que c'est un investissement à temps plein. La charge mentale est permanente. On fait 2 semaines de travail, je pense, en une, mais on est quand même heureux et puis bah, ça met du sens à ce qu'on fait. C'est un projet de vie. Du coup, on voit les choses à très long terme et on s'en satisfait. On sait que on apporte notre pierre à l'édifice. Et puis on fait grandir nos enfants dans cette culture-là et dans un environnement qui est chouette. Voilà. Merci Pierre-Yves. Juste une question complémentaire. Le fait que tu aies voulu avoir la totalité finalement du grain jusqu'au pétrin, comme tu l'as dit, c'était essentiel. C'est quelque chose sur lequel tu pourrais pas revenir aujourd'hui. Est-ce que pour toi c'est vraiment là finalement que ça se joue? Bah, en fait, on manque de prestataires autour de nous pour pouvoir déléguer certaines tâches. Et en fait, bah, tout est dominé par les coopératives. Et quand on envoie aux coopératives, on récupère jamais nos grains qui sont issus de nos champs. Tout est mélangé. Et étant donné qu'on a des semences paysannes, des semences fermières un peu particulières, bah, en fait, on récupérerait pas le fruit de notre récolte. Et donc, on serait privé des qualités gustatives de, de nos produits. Et après, c'est Ok. aussi un choix par rapport pas à la performance, mais disons que quand on est équipé, on peut choisir le moment le plus opportun pour semer, pour agir, intervenir sur nos cultures dans les champs. Aussi bien aussi du point de vue de l'organisation personnelle, nous on a 3 petites filles, bah, on a des contraintes qui sont assez lourdes aussi en termes d'organisation. Donc le fait d'être équipé, ça permet bah, voilà, d'être un peu plus souple sur la façon dont on travaille. Et aussi, dernier élément, c'est que la ferme est très très bocagère et on a des tout petits champs. Et en fait, faire venir des prestataires, des fois, c'est compliqué parce qu'en fait, c'est pas avantageux du tout, quoi. Voilà. Vous m'entendez? Oui, Non, oui, c'est je vous entends bien. Je pense que Karine a un problème de son. mince. Ah, c'est bon. Karine, C'est bon? c'est bon. Oui. Je vais peut-être. Est-ce que là c'est bon? Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui, oui. Eh ben, je peux finir peut-être Oui, dans ton temps. complètement. Oui, oui, Pierre-Yves. Bah, juste pour vous chiffrer, peut-être des chiffres pour vous donner des idées. On fait à peu près 25 hectares de blé noir par année. Donc, on a 67 hectares de culture. Et du coup, on fait à peu près
15 tonnes de farine par an et on fait avec ça, que je dise pas de bêtises, autour de 400 000 galettes par an qu'on livre en circuit court sur Rennes, dans le réseau Bio, Biocoop, magasin de producteurs. Et donc, en fait, c'est aussi un de nos combats, c'est en fait de s'affranchir des multinationales et des grosses coopératives qui dominent le marché. Et donc, on essaie de vendre au maximum en circuit court. Je pense qu'on vend à 95% de nos productions en circuit court. Et donc, ça, c'est aussi un élément qui nous permet d'avoir un peu plus de rémunération. Il y a moins d'intermédiaires et c'est hyper important pour nous. Et on a aussi une vente à la ferme qui marche bien, qui a lieu tous les mardis, vendredis soirs. Et bah là, on est très content aussi. On fait peut-être 20% de notre chiffre d'affaires sur 6 heures de temps. Les gens sont hyper contents, ça crée énormément de liens. Et dans la thématique, je pense, humanité et biodiversité, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment là, tous les voisins qui viennent, enfin ceux qui sont un peu sensibles à ça, viennent à cet endroit-là, trouvent les bons produits, sont super contents. On arrive à sensibiliser des gens qui sont pas du tout dans la mentalité bio, juste par le fait que les prix sont assez abordables, que on est sympa, que voilà, il n'y a pas de jugement, on n'est pas là pour donner des leçons, etc. Enfin bref, c'est plutôt sympa pour ça, quoi. Merci beaucoup. Merci Pierre-Yves. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et après les interventions, du coup, on pourra y répondre. Donc, merci Pierre-Yves. J'en profite pour dire à tout le monde, pour ceux qui sont pas complètement au point avec Zoom, que si vous voulez afficher l'intervenant en grand, c'est en haut à droite dans l'affichage, vous le choisissez. Voilà. Donc, forcément, quand on parle d'avenir, puisque c'est le sujet aujourd'hui, on pense aussi à nos enfants. Et c'est pas Pierre Souvé, cardiologue, président de l'association Santé Environnement France, et Gilles Pipien d'Humanité Biodiversité, qui est fondateur de l'Alliance Santé Biodiversité, qui le contrediront. Je vous invite d'ailleurs à vous rapprocher de leurs travaux passionnants sur les sujets Une seule santé. Et dans son rapport également, les enfants à table publié en 2020, le think tank Terra Nova questionne et analyse le type d'impact des productions des aliments des cantines, que ce soit sur le plan environnemental, écologique, économique. C'est passionnant, c'est précis et je vous invite à le lire. Vous trouverez le lien dans le chat. Célestine va les mettre. Dans ce même rapport, il est fait référence aux chiffres publiés par la FNAB, la Fédération nationale d'agriculture bio, de 2018, où 90% des parents d'élèves souhaitaient voir plus de bio dans les cantines. On sait aujourd'hui que la consommation bio a une inflexion notoire depuis 2022, et pourtant les chiffres demeurent quant à cette demande des parents d'élèves. Il va donc être très intéressant de voir là aussi les interdépendances avec l'intervention de la coordinatrice des Pieds dans le plat, Marine Jobert. Marine, à toi, merci de te présenter, ta démarche dans les cantines sur le bio et le local. Et preuve à l'appui, tu vas nous dire comment ça marche. Très bien. Bah, merci beaucoup, Karine, et merci Célestine et à Humanité et Biodiversité de me permettre de présenter l'association. Donc, je m'appelle Marine Jobert, je suis en Bretagne, effectivement, mais nous sommes une association nationale. Et voilà, c'est une association. Si vous permettez, je vais vous partager quelques slides de présentation. On est une association qui est née suite au Grenelle de l'environnement, de ce constat que faisait l'État déjà du manque, enfin de vouloir monter la qualité des produits et que ça passait par la cuisine. Donc ils ont mis ensemble des cuisiniers, des diététiciennes, c'était très genré à l'époque, maintenant ça va un petit peu mieux, et en essayant de travailler le côté cuisine et le côté fait maison. Les formations n'ont pas eu lieu, mais ce collectif de personnes s'est transformé en 2014 en une association qui a fait des formations un peu partout en France jusqu'à créer en 2021 une société coopérative d'intérêt collectif qui s'appelle Nourrir l'avenir. Donc nous intervenons dans le cadre de la SKIC Nourrir l'avenir auprès des collectivités essentiellement, mais aussi des associations pour accompagner du début jusqu'à la fin d'un projet la montée en qualité de leur restauration collective, essentiellement scolaire, mais pas que. On y viendra après.
avec comme, on va dire, horizon d'offrir aux mangeurs une alimentation 100% bio, 100% fait maison, avec toute la problématique des aliments ultra transformés, la plus locale possible, et toujours dans la saisonnalité, à la fois pour des questions de goût, mais aussi pour des questions de coût, dans l'esprit de l'éducation populaire, dans les méthodes pédagogiques que nous mettons en œuvre. Donc, l'ASCI, qui est le bras opérationnel du collectif Les Pieds dans le Plat, et le collectif Les Pieds dans le Plat est là pour porter en fait les exemples réussis qu'on arrive à développer pour être inspirants. Parce qu'en fait, on se rend compte que souvent, les élus qui sont à l'origine souvent des démarches ont deux... On va dire deux problématiques. La première, c'est qu'ils ont envie, parce qu'ils se rendent compte que c'est des sujets qui sont porteurs, parce qu'ils sont conscients qu'au niveau de la santé des mangeurs, il y a un vrai enjeu d'améliorer la qualité des denrées. Mais ils ne savent pas forcément par quoi commencer, comment s'y prendre. Il y a toute une chaîne à suivre. Et, et nous, on fait cet accompagnement technique. Donc, ça va aller de la réflexion, qu'est-ce que vous voulez, comment vous voulez vous organiser. Je précise que nous n'intervenons pas auprès des grandes sociétés de restauration privée et que nous restons vraiment sur des reprises en régie publique ou des régies publiques qui existent déjà. Alors, comment vous voulez vous organiser? Vous voulez faire cuisine sur place, cuisine centrale? Comment est-ce qu'on travaille le sourcing? Ça peut aller jusqu'au recrutement, ça peut être de reconstruire des cuisines sur place, qui était jusqu'à il n'y a pas si longtemps assez le modèle le plus courant. Les unités de production culinaire dites cuisine centrale sont quelque chose qui a été assez récemment développé à l'échelle nationale. Et puis ensuite, on intervient dans les cantines pour permettre d'abord d'observer comment les gens travaillent réellement, comment ils vivent ensemble, parce que c'est aussi un aspect sur lequel on a envie d'influer, c'est-à-dire la manière dont les gens, on va dire le bonheur au travail, donc les conditions de travail aussi des salariés, enfin, ou des agents, dans le sens où la restauration collective a été trop longtemps un peu le parent pauvre de la restauration. Et il y a tout un mouvement, vous pouvez le suivre sur les réseaux sociaux, de cuisiniers de restauration collective qui sont fiers de leur métier, qui sont fiers de nourrir les enfants, les personnes âgées, et qui le vantent sur les réseaux sociaux. Et c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Donc voilà, donc on est sur cette action de plaidoyer de le collectif et cette action de mise en œuvre opérationnelle avec la SKIC Nourrir l'avenir. La restauration collective en quelques chiffres, bon, c'est évidemment à la fois, ça ne sera pas la solution à tout, mais c'est quand même un puissant levier, à la fois parce que c'est un secteur d'emploi très puissant, 3,7 milliards de repas par an, un chiffre d'affaires de 20 milliards. C'est aussi une manière de toucher par rapport aux enfants qui vont être nourris de manière vertueuse, les futurs consommateurs de demain. Et évidemment, il y a l'aspect sanitaire. Je pense que tous les gens qui nous suivent aujourd'hui ont lu cette alerte lancée autour du cadmium, qui est un métal lourd qui aujourd'hui pourrait être expliqué en partie l'explosion du nombre de cancers du pancréas, qui aujourd'hui se développe de manière affolante dans la population. Et ces médecins disent que il y a à moitié moins de cadmium dans les produits, enfin, produits en agriculture biologique. C'est aussi un moyen comment dire, de pousser l'agriculture biologique dans les territoires. Il y a moyen de créer des synergies très, très puissantes. Et aussi, pour rebondir sur ce que Pierre-Yves disait sur le lien social qui se crée, de permettre des connexions entre les mangeurs qui savent que ça vient du champ à côté, et de les éduquer aussi à cette vie agricole qu'il y a autour d'eux. Bon, vous avez tous en tête Egalim qui prescrit 20% d'alimentation biologique
dans les assiettes, on en est loin. Il y a déjà les chiffres diffèrent entre ceux de l'agence bio et ceux du gouvernement via sa plateforme Ma Cantine. Donc l'agence bio serait plus sur 7%, Ma Cantine plus sur 13-14%. Le secteur médico-social est très à la traîne, comme les hôpitaux. Il y a aussi tout les restaurants interassociatifs qui ont encore une marge de progression. Nous, ce qu'on met en avant, c'est des plats comment dire, simple. On est en restauration collective avec moins de gestes que la restauration privée, mais des plats quand même savoureux. Fait maison pour pouvoir exfiltrer tout ce qui est... alors, peut-être le fait maison, juste en quelques phrases. Quand on parle de ça, on parle de poudre déjà toute faite, de fond de sauce qu'on reconstitue à l'eau, de poudre, par exemple, pour faire des crèmes pâtissières, pareil, on met de l'eau. Il y a énormément d'additifs. On aime bien faire un exercice avec les agents conformes, c'est la lecture des étiquettes. On va dans la remise et puis on lit les étiquettes avec eux. En général, quand ils sont au début de la démarche, ben, ils tombent un petit peu de leur chaise parce que en fait, ils comprennent pas vraiment ce qu'il y a dessus, mais comme tout le monde, hein, donc l'idée, c'est de revenir sur des produits bruts, crus, et qu'on va cuisiner ensemble. Voilà. Et ça, et puis il y a la question de la maîtrise du coût. Ça, je vous en parlerai un petit peu après, parce qu'évidemment, c'est quelque chose qui peut être un frein pour les collectivités. Et ça, par le fait qu'on cuisine tout, qu'on utilise tout ce qu'on achète, y compris ce qu'on achète un petit peu plus cher, mais on ne va rien jeter, et ben on va réussir à au moins maîtriser les coûts, voire faire un petit peu moins cher. On fait aussi, donc je vous le disais, de l'éducation populaire. On fait aussi tout un travail comment dire, de pédagogie. L'année dernière, on a organisé un webinaire pour les parents engagés avec notre parrain qui est Olivier Rollinger, qui est un chef à Cancale. Vous connaissez sûrement son fils, et qui vraiment, lui, après avoir travaillé pendant 10 ou 12 ans avec Michel Bras pour la Sodexo, s'est rendu compte que finalement, ce qui comptait plus aux yeux de ces gens, même s'il y avait des gens de valeur à l'intérieur des entreprises, c'était la rentabilité. Et donc, il est parti et il a complètement repensé, en fait, la cuisine pour pouvoir l'apporter au plus grand nombre de manière la plus saine. Et c'est un parrain formidable pour nous. Voilà. Alors, je ne peux pas ne pas vous parler de la Dordogne. La Dordogne a à sa tête un président qui s'appelle Germinal Perrault, qui est un président socialiste en l'occurrence, qui a décidé au début de son premier mandat de passer tous ses collèges, donc département, la responsabilité des collèges, en 100% bio, 100% fait maison. Il en a 35, ils ont fait la moitié. Donc il y a eu la première école en 100% fait maison, 100% bio, ensuite première cité scolaire, premier collège, et donc là on en est à 18. Là j'ai pas le temps de vous expliquer les chiffres. Ce qui est très intéressant dans cet exemple, j'en retiendrai deux. D'abord, c'est la valeur agricole qui reste sur le territoire. Ils travaillent avec Agrobio de Périgord. Donc, nous, on travaille beaucoup avec le réseau Manger Bio et avec les GAB, évidemment. Donc, on laisse la valeur sur le territoire. Plutôt que tout à l'heure, il était question de Transgourmet, Pomona, enfin toutes ces centrales d'achat dont parfois certaines denrées viennent du territoire, mais qui viennent aussi de plus loin. Là, on achète sur place, on consomme sur place. Et la deuxième chose, c'est l'éducation des mangeurs. On accompagne aussi en Dordogne des primaires. Et les cuisiniers nous disent qu'en fait, quand ils voient arriver en sixième les mangeurs qui ont déjà été nourris en primaire selon on va dire, ce schéma d'une alimentation beaucoup plus diversifiée, beaucoup plus végétalisée, avec des légumineuses, sans nuggets ou alors des nuggets vraiment faits maison. Enfin voilà, quand ils arrivent en sixième, en fait,
ça passe crème, enfin ça continue. Alors que quand ils doivent arriver et à 11 ans commencer à faire changer l'alimentation, qui est un élément tellement culturel des individus et qui eux-mêmes à la maison n'ont pas forcément ces habitudes alimentaires, c'est beaucoup plus dur. Donc plus on commence tôt, plus bah, mieux c'est reçu par les enfants. Donc il y a tout cet aspect pédagogique. Les collèges ont beaucoup de cuisine sur place, donc il y a aussi ce lien qui se fait beaucoup plus facilement entre les mangeurs et les gens qui sont en cuisine. Et de la même manière que Pierre-Yves parlait du lien, et ben, pour les cuisiniers, c'est hyper valorisant de pouvoir porter eux-mêmes leur production du jour et de pouvoir l'expliquer. Il y a un deuxième exemple dont j'ai envie de vous parler, c'est Romainville, en Seine-Saint-Denis, qui a été la première cantine publique d'Île-de-France en 100% bio, 100% fait maison, plus 70% de local. Voilà, j'ai essayé de lister, entre guillemets, les ingrédients comment dire, de cette première transformation. En gros, c'est une mère d'élèves, on la voit, c'est celle qui est la plus à droite avec la casquette noire, qui s'appelle Isabelle Bretonnier, qui est la présidente aujourd'hui, directrice générale de la SCIC Nourrir l'Avenir. C'était une mère de famille qui s'est indignée de ce qui était servi à ses enfants, qui a refait une année, non, 3 années, pardon, pour devenir diététicienne et qui a trouvé l'oreille de celui qui allait devenir le maire, François Dechy. Donc cette volonté politique, elle est essentielle en fait pour faire ce passage vers une alimentation de qualité. Et François Dechy a été assez pragmatique. Il s'est dit, bon, j'ai, je crois, 13 écoles, je vais voir, je vais en transformer une. Donc ils ont remis une cuisine dans l'école, ils ont recruté, ils les ont formés. Donc c'est l'immersion avec les équipes en cuisine que la SCIC Nourrir l'Avenir a effectué. Et on va regarder combien ça coûte. Donc vous voyez en bas, il y a un tableau. On a essayé de reprendre poste par poste le coût. Donc avant, c'était livré en cuisine. Ça venait d'une cuisine centrale en liaison froide. Donc en liaison froide, il faut se rendre compte, on fait à manger, je sais pas, le lundi par exemple. On redescend, il y a des énormes, comment dire, cellules de refroidissement qui redescendent en température les plats. On les met dans des barquettes ou maintenant, normalement, dans des gastro en inox. On les stocke, ensuite on les transporte sur place. Tout ce qui sort d'une cuisine centrale à un moment, devra être ou mangé ou finir à la poubelle pour des questions d'hygiène. Ce qui n'est pas le cas pour les cuisines centrales qui peuvent faire un envoi au fur et à mesure. Donc ça aussi, c'est un facteur de moindre gaspillage alimentaire et donc d'économie. Donc il s'est dit, on va regarder combien ça coûte. Donc on voit, ça leur coûtait 7,35 l'achat, tout compris. Ensuite, quand ils ont ouvert cette cuisine à Maryse-Bastier, entre l'achat de denrées, il faut savoir à peu près en cuisine, enfin en restauration collective, l'achat des denrées, c'est à peu près 25% du coût. Puis après, il y a tous les fluides, il y a tous les frais de personnel, et puis tout ce qu'il y a autour, les amortissements. Donc ils ont fait des travaux qui sont compris dans ce 1,03 €. Et pourtant, le repas sort moins cher. Et ça continue parce qu'on a eu des chiffres il n'y a pas très longtemps qui ont été portés et valorisés par la métropole du Grand Paris en direction des collectivités et on reste sur le même étiage en termes de coûts. Ils ont dû faire leur sourcing aussi. Donc, ça veut dire que la chef de la restauration collective, Ludivine Florac, est allée dans les fermes, trouver les producteurs, discuter avec eux. Alors oui, c'est plus simple que de recevoir, c'est plus compliqué, pardon, que de recevoir une palette d'un seul fournisseur. Et ça demande une logistique un peu plus importante. Ça demande plus de travail que de cocher des cases. Donc, il faut aller, encore une fois, aller voir les producteurs. Mais j'oserais dire presque que les poireaux et les chèvres ont plus de goût peut-être quand on sait qui y a derrière. Et puis bah, donc ce sourcing pas à pas va de pair avec cette cuisine sur place dont je vous ai expliqué. En tout cas, c'est ce que nous, on constate sur le terrain, les externalités positives, à la fois en termes de lien entre les mangeurs et les équipes en cuisine, mais aussi en termes de gaspillage alimentaire. Le gaspillage alimentaire avant, en liaison froide, c'était à peu près
entre 90 et 120 grammes, on est tombé à entre 20 et 40. Donc voilà, c'est une nourriture de meilleure qualité qu'on ne met plus à la poubelle. Euh, Marine, je t'invite à accélérer un petit peu. Il ouais, y a encore d'autres interventions bien derrière toi. sûr, je vous prie de Merci. m'excuser. Je voulais vous signaler que dans ce droit fil d'éducation à l'alimentation, on vient d'ouvrir le centre d'éducation populaire à l'alimentation à Cadouin en Dordogne, qui continue son travail de populariser aussi bien auprès du grand public que des particuliers cette alimentation de qualité. Et donc, voilà, on a des formations qui commencent avec cuisine du quotidien, formation restauration collective et accueil de séminaires avec des repas 100% bio, 100% fait maison. Voilà. Et enfin, je voulais quand même terminer en vous disant que, évidemment, la restauration scolaire, parce que c'est la santé de nos enfants, comme le disait Karine, qui est aussi en jeu et un de nos axes principaux. Mais le grand âge aussi et le secteur médico-social dans son ensemble font partie de nos priorités. Et moi, j'aimerais bien vous inviter toutes et tous qui suivez ce webinaire le 17 et le 18 octobre dans le Gers pour nos rencontres nationales. Ça sera la 4e édition qu'on va organiser autour du grand âge. Voilà, merci de votre attention et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup. Merci, terme d'Armagnac, pas très loin du pays du jazz. En tout cas, merci Marine. J'espère que des présidents de département sont connectés parce que l'exemple de la Dordogne montre que c'est possible. Je sais qu'il y a des maires qui sont connectés. Donc, j'espère que ça va les inspirer. En tout cas, on voit bien que au cœur de ces interdépendances et de ces liens, il y a aussi la manière dont on les tisse. L'intention de départ, la manière dont ces liens sont tissés au niveau local, où, comment et avec qui. L'INRAE a lancé un très grand programme de recherche qui s'appelle Métabio et qui invite pendant 10 ans à creuser des questions autour du bio et aussi aux transitions agroécologiques alimentaires. Parmi les projets de recherche passionnants qui sont portés, il y a ceux qui portent non seulement sur les modes de production, mais aussi sur les modes d'organisation de cette production et aussi sur les raisons pour lesquelles on a envie ou pas d'aller vers cette transition, vers un autre type de production ou de coopération. Goulven Maréchal qui se définit comme un dompteur de levure, levure très bon pour la santé et avec toutes les recherches qui sont en train de sortir sur le microbiote, pareil, je vous invite à aller chercher ça, c'est particulièrement intéressant. Donc, Goulven Maréchal a accepté de venir partager avec nous la démarche engagée sur la ferme du Praden, qui est située à Melès, en Ille-et-Vilaine. Bah, à toi, Goulven, merci de te présenter et puis de présenter ta démarche. Je crois que tu es directement dans les champs là aujourd'hui. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Goulven Maréchal. Je suis installé donc sur la ferme Praden, qui est une ferme située au nord de Rennes, sur environ 60 hectares, sur laquelle moi j'ai 5 hectares de verger. Donc effectivement, j'avais parlé de dompteur de levure pour la blague, mais en fait, je fais surtout du cidre. Donc voilà, on va continuer un petit peu sur les clichés bretons après l'intervention de Pierre-Yves sur le sarrasin. Moi, je vais vous présenter mon métier de cidrier. Donc j'ai 5 hectares à peu près de verger, des pommiers comme ceux que vous voyez derrière moi, et aussi un peu de pommiers donc à couteau de pommes à croquer, qui sont en fait deux conduites assez différentes en termes de agronomique, quoi. Donc ça représente à peu près entre 1000 et 1200 arbres. Moi, je me suis installé en 2022 officiellement sur cette ferme, mais j'y travaille depuis 2017, sachant que le cidre, c'est une production annuelle qu'on fait à partir des récoltes de la pomme qui se déroule à peu près d'octobre à fin décembre. Et que en fait, quand on fait du cidre, on fait chaque année. Enfin voilà, j'ai fait du cidre pendant à peu près 5 ans avant de m'installer, mais en fait, j'ai fait que 5 fois du cidre. Contrairement à un travail d'abrasseur, par exemple, où on peut répéter le brassin, etc. On est sur un produit qui se stocke, on peut en faire tous les mois. Sur le cidre, on est sur une production annuelle et ça demande quand même pas mal
pas mal de temps avant de se faire une expérience. Je fais toujours des bêtises, j'en fais des moins grosses qu'au départ, je pense, mais voilà, je suis en récolte manuelle avec fermentation sur levure indigène. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre que la fermentation des pommes et puis les levures à la fois contenues naturellement dans les pommes ou le terroir qui sont apportées dans les cidres, et puis une prise de mousse naturelle. Ça paraît banal, mais en fait, il y a la plupart des cidres que vous pouvez trouver dans le commerce sont faits à partir de cidres pasteurisés, gazéifiés, et n'ont pas grand-chose de vivant, quoi. Et donc, voilà, d'où l'accent mis sur la levure, en fait, et globalement, sur la ferme, on essaie de faire des produits vivants, mais ça demande une technicité qui est assez complexe, qui paraît, enfin voilà, c'est à la fois un savoir ancestral et en même temps, c'est des choses qu'on a perdues. Donc je continue à découvrir plein de choses chaque année. Ça fait pas si longtemps que ça que je suis installé, mais j'ai encore l'impression qu'il y a vraiment une montagne de choses à découvrir. Et c'est ça c'est cette prise de risque aussi que moi que j'aime beaucoup, quoi. Euh, donc je me suis installé sur une ferme. Je disais tout à l'heure, j'ai 5 hectares de verger, mais je suis sur une ferme de 60 hectares parce qu'en fait, vous le voyez derrière moi, on a des prairies, on a aussi des céréales, du colza. Et on est plusieurs à travailler ensemble. Donc j'ai une formation d'ingénieur agronome et c'est là que j'ai rencontré Julien, qui est mon associé, mon collègue. Et on avait tous les deux envie d'avoir une ferme vivante en bio. Donc lui, c'est sa ferme familiale, c'est une ferme vraiment typique du bassin rennais. Comme Pierre-Yves le disait tout à l'heure, on a des vaches allaitantes, des prairies, des céréales et puis on a aussi des porcs, voilà, qui sont les productions vraiment très locales. Nous, on voulait se diversifier, continuer à aller jusqu'au bout des produits. Et en même temps, comme on le disait tout à l'heure, ces métiers d'agriculteur, c'est des métiers qui demandent beaucoup d'engagement, beaucoup de technicité. Il y a des prises de risques importantes. Donc, on voulait aussi être spécialisé dans nos métiers. D'où l'idée du coup de s'installer sur des postes bien définis, puis avec des structures aussi différentes. C'est-à-dire que moi, du coup, j'ai une structure qui s'appelle Adrac, qui est installée sur la ferme Praden. Mais je travaille tous les jours avec Julien, qui lui est éleveur, donc qui fait des céréales, des vaches allaitantes, des vaches Highland que vous voyez peut-être derrière, mais là, elles sont en train de faire la sieste comme il fait chaud. Donc Julien, lui, est spécialisé avec son père sur la partie élevage, et puis donc porc et vaches allaitantes. Et puis depuis peu, bah, du coup, on a intégré des nouvelles personnes dans la ferme aussi. On est en train d'essayer de passer progressivement d'une structure qui était une ferme vraiment familiale à une ferme plus ouverte avec des savoir-faire qui viennent aussi un peu de l'extérieur. Moi, je suis pas issu du monde agricole. Et c'est le cas aussi de Sybille, qui fait du pain maintenant à la ferme avec les blés qu'on cultive, qui est une cliente en fait, qui était chef, qui était cuisinière, qui avait un resto sur Rennes qu'on livrait régulièrement en cidre et en viande. Et puis voilà, on a sympathisé. Elle a commencé à venir plus souvent sur la ferme, elle, pour voir les blés, et la farine qu'elle pouvait acheter. Elle a installé un moulin. Elle s'est intéressée aussi à la manière dont on travaillait. Ça lui a donné envie d'aller un peu plus loin. Donc moi, quand je me suis installé en 2021-22, elle avait 2 restaurants avec son compagnon Greg. Et puis, petit à petit, elle a commencé à mettre un pied dans la ferme. Elle a vendu un de ses restaurants. Et puis là, elle est à plein temps maintenant avec nous pour faire du pain. On a la chance d'être en fait à 20 km de Rennes et puis à peu près euh, 60 km de la côte, Saint-Malo, Dinard, etc., qui sont des régions assez dynamiques quand même en termes de consommation, notamment restaurant. Oui, c'est vrai que moi je ne l'ai pas précisé, mais en fait, sur la viande, notamment vache allaitante, porc qu'on fait en vente directe et puis les cidres, on livre quasiment exclusivement des restaurants. Et donc, on a intégré des cuisiniers petit à petit dans la ferme. En fait, tout s'est fait par des rencontres. Donc, Greg, dont je parlais tout à l'heure, fait aussi des légumes chez nous maintenant, puisque il y avait toute une partie sur mes jeunes vergers qui n'étaient pas cultivés. En fait, on a des super terres et on trouvait ça dommage que ça serve uniquement à faire pousser des arbres. Donc, on fait à la fois des arbres, mais on fait aussi des légumes dessous. Et il y a Aulne, le frère de Julien, qui nous a rejoint depuis peu là pour faire aussi de la charcuterie, une activité de traiteur. Et puis, bah, là, vous entendez peut-être un peu de bruit derrière moi. On est sur des travaux aujourd'hui pour, on espère, d'ici une dizaine de jours, ouvrir un petit restaurant à la ferme, parce on a ces compétences-là de cuisinier sur la ferme. On se dit que c'est dommage, on aimerait bien aller jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on a toute cette production de farine, viande, boissons, fruits, et on aimerait bien pouvoir proposer aux gens du coin le midi de venir manger à la ferme, pas forcément sur quelque chose de très important, une 15-20 couverts, mais qui puissent aller jusqu'au bout, c'est-à-dire ne pas seulement acheter nos produits, mais aussi voilà, voir comment nous on les cuisine, on les met en avant et faire découvrir aussi des produits un petit peu différents, quoi.
Ça fait déjà pas mal d'informations. Qu'est-ce que je peux vous... En fait, ouais, moi j'ai... Ce que je peux dire par rapport aux échanges qu'on avait tout à l'heure, en fait, c'est vrai que c'est des métiers qui sont quand même intenses, avec des rentabilités économiques assez étroites, on va dire. Moi, je travaille sur deux gammes, c'est-à-dire que j'ai une gamme, on va dire haut de gamme sur les cidres dont je vous parlais tout à l'heure, qui est vendue en restaurant gastronomique, etc., sur la côte, sur Rennes, dans le Morbihan. Mais principalement local, on livre tout par contre nous-mêmes. Et je travaille aussi sur des produits en vrac qui, eux, sont plus accessibles parce qu'on voulait avoir aussi une gamme qui soit faite pour le territoire ou plus largement. Donc et là, on s'est aperçu qu'en fait, sur les questions de conditionnement, etc., on est vraiment à la ramasse, on va dire, par rapport à des industriels. On peut pas concurrencer des industriels sur des questions d'embouteillage, etc. Donc, c'est là-dessus, où nous, je pense on est en tant que ferme diversifiée, on n'est pas hyper bon. Et donc, on essaie de travailler une gamme vrac, c'est-à-dire que moi, je fais des compotes en vrac pour les cantines autour de la ferme, là, qui sont livrées en seau de 5 kilos. Je fais aussi du vinaigre en bidon de 30 litres pour des restaurants, des cantines, pour des magasins bio. Donc avec beaucoup moins de conditionnement, etc. Mais du coup des prix qui sont aussi plus abordables, quoi. Donc c'est un peu cet équilibre entre les deux qui permet de construire un équilibre financier. Voilà. Et puis après, bah, du coup, nous sur la ferme, en fait, l'équilibre il se fait aussi dans la multi-activité, on va dire. Le fait d'être plusieurs, ça nous permet de mutualiser du matériel. On a deux tracteurs pour tout le monde, un gros tracteur pour les travaux des champs, un petit tracteur pour les travaux des vergers, maraîchage, etc. On se les prête, enfin on s'est fait une banque de travail pour les coups de main et aussi une banque pour le matériel qu'on utilise. Donc ça nous permet d'avoir, bah, comme le disait Pierre-Yves tout à l'heure, un petit peu moins de pression financière, parce on mutualise autant que possible les investissements entre nos différentes activités. Quand tu parles de banque de travail, c'est quoi? Tu peux préciser un petit peu ce que c'est, une banque de travail? Ben, une banque de travail, c'est-à-dire que là, concrètement, ce matin, j'ai donné 3 heures à Aulne pour commencer à installer son petit restaurant et que du coup, Aulne, au moment de la récolte des pommes, lui, va me rendre 3 heures de travail sous forme de récolte, par exemple, ou pour m'aider à presser les pommes, etc. On compte un petit peu le temps passé les uns avec les autres et puis on essaye d'équilibrer ça. Ce qui nous permet, nous aussi, de réduire un petit peu les charges salariales parce qu'on peut avoir des besoins en fait, très ponctuels, donc c'est plus pratique de se donner des coups de main. Et puis en même temps, du coup, bah, voilà, de pouvoir faire des chantiers collectifs où on avance plus vite et plus nombreux, quoi. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Du coup, on va Et je prendre un donne petit peu s'il y peut-être a quelques questions. Ah, peut-être tu voulais rajouter quelque chose. Peut-être nous montrer ouais, aussi la ferme si on peut la voir, hein. bah, je sais pas si vous allez la voir, on peut là, il y a les pommiers en fait qu'on a replantés en linéaire de haies, un peu type agroforesterie, c'est-à-dire que c'est pas traditionnel, mais du coup, c'est des pommiers de tige qui ont été plantés en 2013 et qui sont plantés tout autour de la parcelle que vous voyez ici. Et puis donc, on a des successions de cultures. Au fond, là, ce que vous voyez, on le voit peut-être pas bien, c'est du colza. De l'autre côté, on a des légumes et de l'orge brassicole. Voilà, on essaie d'avoir une diversité de cultures à la fois pour l'alimentation humaine, alimentation animale, des prairies, de la luzerne. Enfin voilà, on travaille une dizaine d'espèces différentes dans les champs. Il y a Loïc, le père de Julien, qui nous accompagne beaucoup, qui lui est assez emballé par le projet. Et moi, bah, c'est vrai que comme je disais, c'est intense. Après, je prends beaucoup de plaisir, notamment sur les questions. Enfin voilà, je trouve qu'on travaille sur un lieu vivant. Ça se sent, je ne sais pas si vous entendez, mais on entend toujours les oiseaux derrière nous. Je fais partie d'un collectif qui s'appelle Paysans de Nature. Peut-être que ça vous parlera. On est plusieurs paysans aussi à faire des repérages un peu naturalistes sur nos fermes. Enfin, on est entouré par des naturalistes dans ce collectif-là. Et puis, c'est le genre de récompense qui, franchement, vaut tous les salaires. Enfin, moi, personnellement, j'avais vraiment besoin de ça, c'est-à-dire de me reconnecter. Et puis, voilà, on sent qu'il y a de la vie qui revient. On voit des espèces chouettes sur la ferme. On sent qu'il y a de la présence. Et puis, voilà, au quotidien, c'est vraiment quelque chose de passionnant. Merci. Célestine, j'ai mis le lien de Paysans de Nature. Voilà, si tu peux le rebasculer pour tout le monde, ça peut être pas mal. Oui, Euh, complètement. Est-ce qu'on passe au temps de questions, des quelques questions qui arrivent au fur et à mesure? J'ai vu que Pierre-Yves a déjà répondu à certaines questions, entre autres de Bernard et de Anne, mais peut-être que Pierre-Yves, vous pouvez nous éclairer. Donc il y avait une première question sur la question du bonheur et de la satisfaction. Quels sont les facteurs ou les éléments qui font que malgré tout on est heureux
et que vous êtes heureux dans votre métier. Est-ce que c'était le fait d'être indépendant ou est-ce que c'était la valorisation, enfin question de valorisation, de vente des produits? Il y avait une deuxième question, j'enchaîne, de Bernard sur la rotation des cultures avec le sarrasin. Est-ce qu'on utilise des mélanges de variétés ou d'espèces? Voilà, une première question qui a déjà été répondue, mais pour tous les auditeurs, du coup. Du coup, ouais, par rapport à notre bonheur, est-ce qu'on est heureux à faire ce qu'on fait? Bah oui, on est heureux. En fait, on a eu la chance que dès le début, ça a bien fonctionné. On a trouvé notre clientèle et puis en fait, ça, comment dire, ça s'est fait progressivement. Petit à petit, on a grossi un petit peu et puis aujourd'hui, on arrive à une taille où on est quatre. On n'imaginait pas ça au début. Alors, c'est pas la satisfaction d'être forcément très nombreux ou d'être une très grande entreprise qui nous rend heureux, mais déjà, quand ça fonctionne, qu'on arrive à en tirer un salaire, c'est déjà important. Qu'on puisse se dire aussi que ça peut durer et qu'on puisse en faire un projet de vie qui soit viable, bah, c'est une vraie satisfaction. Et puis après, ben, c'est le fait de relever des défis au quotidien. C'est ce que je mettais dans le message, c'est assez rock'n'roll en fait. Il y a toujours des imprévus, des pannes, des choses. On est obligé en fait de se débrouiller, hein. C'est vraiment souvent comme ça que ça se passe. Donc on apprend énormément de choses à faire ce métier-là et on en apprend tous les jours. Et puis c'est vrai que, comme le disait Goulven, on est au contact de la nature. Enfin, on apprécie en fait notre environnement au quotidien et de pouvoir avoir ce cadre-là, c'est quand même un privilège. Et voilà, ça fait partie des choses qui nous rendent heureux. Merci. Et concernant les rotations des cultures sur le Et, sarrasin? bah, le sarrasin, en fait, c'est ce que je mettais dans le message, c'est que nous, les terres sont pas très bonnes, voire très mauvaises par endroits. Donc en fait, le sarrasin, lui, s'accommode plutôt bien de n'importe quelle terre. Donc c'est la chance qu'on a avec cette plante. C'est aussi pour ça qu'on a tendu vers cette culture-là. Euh, et du coup, dans les bonnes terres, on arrive à faire des rotations type. J'ai détaillé dans le message. Ok. Dans tous les cas, on commence souvent par une tête de rotation à base de prairies de fauche ou de luzerne pour enrichir en matière organique le sol et pour gérer en fait les plantes vivaces comme le rumex, le chardon, etc. par la fauche. Et après, on déroule notre rotation, donc blé, triticale, févrole, une céréale à paille et puis sarrasin. Et là, en fait, on vient de s'équiper d'une nouvelle machine. On va l'avoir là à la fin du mois de juin. Et en théorie, on devrait pouvoir accélérer nos récoltes, les conduire plutôt vers la mi-juin et espérer les finir fin juin, début juillet pour pouvoir ressemer du sarrasin aussitôt et faire deux cultures sur une même parcelle en fait à l'année. Donc c'est assez intensif, mais du coup on est quand même toujours à bas intrants. On fait un échange paille-fumier pour récupérer du fumier sur une ferme voisine qui prend notre paille en échange parce qu'on n'a pas d'animaux. Et voilà, en fait on privilégie en fait l'action du végétal pour produire, pour gérer l'enherbement, pour gérer les problématiques aussi de fertilisation. Et après, ben, on s'accommode des parcelles. On sait que celles-ci sont plus argileuses, plus ingrates, plus hydromorphes. Et donc là, on ne peut pas se permettre de mettre du blé ou des choses comme ça. Et du coup, le sarrasin revient plus souvent. D'accord. Ok, merci beaucoup. Je sais pas si on pourra répondre à toutes les questions, mais en tout cas, il y a aussi beaucoup de, il y a aussi beaucoup de partage, d'être content de pouvoir voir ce qu'ils ont entendu, enfin, écouter ce qu'ils ont entendu, ça fait plaisir, y compris sur la manière, y compris sur la manière de travailler. Euh, mais puisque c'est toi qui parles actuellement, sur justement, on parlait des interdépendances, il y a une question sur les balles de sarrasin. C'est-à-dire, est-ce qu'elles sont valorisées? Il y a une personne qui dit, j'ai la chance d'avoir un super oreiller en balles de sarrasin depuis plus de 15 ans. Est-ce que c'est quelque chose qui est en réflexion Alors, on en vend un petit peu. Après, on n'en fait pas trop de publicité parce que on est souvent un peu débordé. Mais en vrai, pour faire de la vraie balle de sarrasin, il faut des graines de sarrasin décorticables et c'est d'autres variétés de sarrasin.
des graines qui sont plus grosses. D'accord. Et les graines sont décortiquées et du coup, le sarrasin est vendu décortiqué pour faire des cachas, des choses comme ça. Mais nous, on cultive pas ces espèces-là. On fait vraiment des graines pour la mouture. Et du coup, ça fait pas vraiment une cosse très grosse. Et en plus, le moulin a tendance à être assez abrasif et à rogner un peu la cosse. Ça fait du petit son. Donc, j'en ai vendu parfois à des gens qui avaient quelques cochons. Bon, visiblement, ça les enchantait pas plus que ça, les cochons. Donc, on le met, nous, en paillage autour de chez nous. Partout, il y en a partout. Il y en a D'accord. partout. Ok. Voilà. Il y a une question qui s'adresse à toi et à Goulben sur vos relations. Comment sont vos relations avec vos agriculteurs? Enfin, est-ce que vous avez des voisins qui sont agriculteurs en conventionnel et comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un dialogue? Est-ce que vous sentez qu'il y a une ouverture, que peut-être les mentalités changent et cette personne vous remercie en même temps pour vos témoignages très inspirants? Goulven, tu veux commencer ou j'y vais? Bah vas-y, hein. Bon, bah, alors nous, on est dans une CUMA, en fait, où on est, je sais pas, une dizaine d'agriculteurs. Et du coup, bah, j'appréhendais un peu au début de rentrer dans la CUMA en sachant qu'il y avait essentiellement des conventionnels. Et en fait, j'étais très bien accueilli. Alors, on sent bien qu'on n'est pas sur les mêmes logiques d'entreprise, mais je pense que, ils considèrent plutôt bien les choses. Après, je pense que bah, on a bien vu l'année dernière, il y a eu les manifestations aussi des agriculteurs. En fait, il y a un vrai décalage aussi en fait entre la société, celle des loisirs, enfin voilà, des valeurs morales qui sont tout le temps mises en avant et celui de l'agriculteur qui est plutôt besogneux et qui travaille beaucoup et qui voilà. Alors, c'est un peu caricatural tout ça, mais il y a quand même certaines réalités je pense, assez vraies. Et on a quand même un peu malmené les agriculteurs depuis que, en gros, la PAC a été mise en place. Et en fait, ils se font brinque-baller dans tous les sens entre les différentes lois, les différentes normes, les différentes réglementations, si bien que, en fait, enfin, cette corporation-là, j'ai le sentiment qu'elle se ressent sur elle-même et elle pense par elle-même et elle subit un peu les injonctions sociétales permanentes d'une façon que bah, elle considère que la plupart du temps, les gens sont déconnectés et qu'ils connaissent pas leur métier, etc. Et c'est un peu comment dire, un, comment dire, un dialogue de sourds. Et voilà, c'est vrai que bah, ça a été un changement profond pour moi entre l'après-guerre où il y avait peut-être 50% encore des gens qui étaient dans les champs et puis aujourd'hui où il n'y a plus que 2 ou 3% de la population active qui est agricultrice. Bah forcément, ça induit plein de choses aussi au niveau culturel et sociétal. Il y a encore pas si longtemps, mon prédécesseur, il recevait de la main-d'œuvre gratuite des gens qui travaillaient à l'usine Citroën de PSA. Eh ben, aujourd'hui, c'est fini parce que ces gens-là avaient encore des racines paysannes, mais aujourd'hui, leurs enfants, ils sont tous, la plupart, derrière des ordinateurs et ils connaissent plus trop les problématiques de l'agriculture. Donc, je pense que, enfin voilà, c'est pas pour être complotiste ou quoi que ce soit, mais enfin moi, je partage un peu ce diagnostic-là que peuvent avoir mes collègues conventionnels aussi, et ça n'a rien à voir avec les pesticides ou les problèmes environnementaux. Pour le reste, bah voilà, je pense qu'ils voient qu'on peut faire autrement et que ça peut marcher, mais ils sont quand même assez inquiets et ils ont peur en fait, ils ont des peurs en fait qui sont difficiles à surmonter, je pense. Et puis c'est vrai quand on commence à investir et qu'on s'engage, bah, parfois c'est compliqué aussi de pouvoir Bien choisir sûr. de faire machine arrière ou Mm, mm, mm. de se réorienter, quoi. Goulven, est-ce que Célestine, on a encore le temps ou pas? Tu me dis, hein? On va prendre vraiment quelques minutes. Ça va être sûrement la D'accord, dernière ok, question, mais d'accord. Bah, Goulven, est-ce que tu voulais dire un mot sur peut-être ce sujet-là ou est-ce qu'on prend une autre question comme vous voulez?
Goulven, tu voulais... Juste pour aller dans le sens de ce Oui, que de Pierre-Yves, donc moi je suis pas issu du monde agricole, mais j'ai eu la chance de m'installer avec Julien, donc qui lui est fils d'agriculteur et de territoire, et c'est vrai que c'est une profession assez corporatiste, donc je trouve que le fait d'avoir pu m'appuyer sur quelqu'un du territoire qui était déjà installé, ça m'a permis de rencontrer les producteurs voisins, et en fait tout se passe bien, enfin on est agriculteur, on fait les mêmes métiers, et moi c'est même un collègue conventionnel qui m'a aidé à m'installer, qui m'a libéré des surfaces, qui m'a libéré un bâtiment pour installer la cidrerie, donc je sens pas d'agressivité. C'est deux mondes différents, deux logiques différentes. C'est sûr qu'on a plus à mutualiser. On a la chance d'avoir pas mal de collègues en bio. On a du matériel à partager. On a des questions techniques à se partager, etc. Mais voilà, via la CUMA, les repas du coin, etc., on se retrouve. Et moi, je trouve que la pression ou l'agressivité, elle viendrait presque plutôt, là, en ce moment, de l'État, en fait, sur la bio. Si vous avez suivi un petit peu les annonces de la ministre, on est quand même c'est dur d'essayer de faire du mieux qu'on peut chaque jour, d'avoir l'impression de faire bien et en fait de se prendre des coups dans le dos plutôt de la part de l'État sur des réductions d'aides, sur des réductions de communication, etc. Donc je pense pas qu'au niveau local il y ait trop de conflits, mais c'est plutôt au niveau national que ça se joue, quoi. mhm. Ok, merci beaucoup. Il y avait une intervention aussi sur notre mode d'alimentation, mais bien sûr, c'est clair que je vais en reparler dans la conclusion. La capacité d'agir, elle est aussi dans notre manière de consommer aussi, bien sûr, plus végétal et de faire attention, de porter attention aussi à la manière dont on consomme et d'où ça vient, parce que c'est pas uniquement ça. Et bien sûr, ça, c'est vraiment chacun de nous aussi qui peut agir. Je vous remercie de l'avoir précisé. Petite question pour Goulben et après j'arrête, Célestine, je dis juste un mot de conclusion. Pour les cidres, peut-on s'inspirer des bières belges à fermentation spontanée? Je connais pas bien, j'ai fait un salon de la bière il y a pas longtemps où je présentais mes cidres et on est sur deux mondes un peu différents, mais oui, sur les bières à fermentation spontanée, on a plus de choses à partager qu'avec les brasseurs qui travaillent pour la plupart en levure maîtrisée, achetée. Mm. D'accord, ok. Et juste par rapport à la question de la viande, derrière moi, il y a 10 hectares de zones humides là, qui sont Et hyper oui, elles riches au sont niveau assurées. floristique, au niveau Mhm, biodiversité, etc. Et c'est ça, ça. c'est des zones sur lesquelles voilà, enfin, si c'était pas de l'élevage avec des vaches Highland, on pourrait rien en faire d'autre. Ce Mhm, serait des terres qui partiraient à s'enfricher. Donc la question est importante. Et après, nous, par contre, à l'échelle de nos systèmes, enfin, on est quand même, on cherche un équilibre entre production animale et végétale, quoi, aussi. mhm, mhm. Merci beaucoup, merci. Du coup, alors Marine, juste, mais je pense que vous l'avez vu, il y a une demande justement pour le rendez-vous de l'automne, d'avoir des Oui, informations j'ai pour savoir où répondu. Bah, je s'inscrire et tout vous ça. invite Super, tous voilà, à vous très connecter bien, sur le site et à vous inscrire à la newsletter parce qu'on va communiquer sur l'événement. super, Voilà. très bien. En tout cas, merci à vous trois. Vraiment, merci beaucoup. Merci à Célestine aussi pour l'organisation, à Humanité Biodiversité, à l'Office français de la biodiversité qui nous a permis de le faire et aussi à toutes les personnes connectées. Je sais qu'il y en a certaines qui sont déjà parties. On a commencé en fait à cerner certains contours. Bien sûr, on n'a pas fait le tour du sujet. Mais si vous voulez aller plus loin, surtout n'hésitez pas à vous engager auprès d'Humanité Biodiversité. À nous contacter aussi, à suivre aussi les personnes qui sont intervenues, à suivre les prochains webinaires. Ça reprend en septembre. Et parmi les prochains webinaires, il y en aura un autre, soit à la fin de l'année, soit en début 2026, qui sera spécifiquement sur la question des pesticides et qui vous invitera du coup à encore plus à consommer bio et pas uniquement l'alimentation d'ailleurs. Et en conclusion, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'on voit bien avec ces exemples que la question du bio dépasse très très largement la seule culture du bio. Et qu'en effet, la relation au vivant, la relation à la santé, la relation à la qualité de vie, au bonheur, le lien au territoire et tout le sens que ça donne aux moindres gestes que vous faites et que nous pouvons faire devient vraiment, vraiment essentiel. Je vous invite vivement pour en savoir plus et au-delà des propositions, bien sûr, allez sur les sites de Humanité et Biodiversité, sur les réseaux sociaux, mais allez aussi voir du côté du GRAB, du groupe de recherche en agriculture bio, de la FNAB, Fédération nationale d'agriculture bio, de l'OFB, prendre quelques minutes pour aller voir les deux sites du fameux métaprogramme dont j'ai parlé tout à l'heure, MétaBio et BioCFR. Vous avez les liens dans la conversation. C'est formidable, c'est des groupes de recherche tout azimut, des actions de recherche pendant 10 ans. Ça n'est pas partisan, c'est vraiment une approche scientifique avec du recul. Ce sont des pépites qui se passent là et qui peuvent vraiment faire changer la donne.
Donc voilà, merci beaucoup pour votre attention. Je vous dis à bientôt et vraiment encore un grand merci à tous et un grand merci à Célestine aussi. Merci beaucoup.